Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, c'est Darcy Ogandaga, président directeur général de Trainer Media. Et je suis extrêmement, je ne sais pas comment expliquer le terme, très content parce qu'aujourd'hui, j'ai avec moi Cédric Bekale, un entrepreneur, jeune entrepreneur gabonais, qui va vous décortiquer pourquoi et comment il a commencé son entreprise et quel est en fait l'objectif de son entreprise et qu'est-ce qu'il essaye d'entreprendre et d'accomplir dans la sous-région. Donc, Cédric, à toi la parole. Bonjour, bonsoir à tous, en fonction de là où vous vous trouvez et de l'heure qu'il est. Donc, je me présente, je suis Cédric Bekale, entrepreneur gabonais, j'ai 37 ans. J'ai un parcours qui est un peu, mais pas comme celui de tout le monde. OK. Euh, donc, j'ai créé mon entreprise donc, qui s'appelle Exodelis au Gabon, tout en travaillant bien sûr à Paris. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que l'entreprise, un peu plus de 3 ans que l'entreprise existe, donc depuis 2012 au Gabon. Et l'entreprise évolue essentiellement dans le domaine de l'agroalimentaire. Quand on dit agroalimentaire, ça paraît vaste, il faut bien préciser. Nous faisons dans la transformation et la valorisation des produits agricoles gabonais et africains en général. Wow, L'idée, que c'est un gros challenge. L'idée est de propulser les produits de notre terroir, les produits de notre culture alimentaire au même niveau que des produits comme la pomme de terre qui est valorisée à travers des chips, que du lait de vache qui est valorisé à travers des yaourts et autres. Et donc, c'est de les propulser ces produits-là sous forme de marques de produits afin de créer en fait un phénomène d'identification forcément auprès des consommateurs et de propulser ces produits-là au niveau international, mais bien sûr sans oublier le niveau national, c'est-à-dire au niveau du Gabon, de la sous-région et de l'Afrique en général, puis enfin attaquer les marchés internationaux. wow, Voilà un peu très quelle est la intéressant. façon d'Exodélis. Wow, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux un peu expliquer en fait le genre d'état d'esprit dans lequel tu étais, où est-ce que tu étais en fait mentalement, émotionnellement, quand tu as reçu cette vision de commencer ta société? Parce qu'il y en a beaucoup qui suivent et qui, ouais, mais voilà, peut-être qu'il a reçu un gros financement, peut-être que c'était facile, et moi, je voudrais faire comme lui. Mais quel est le conseil que tu peux donner à notre audience en ce moment qui est en train de suivre cette vidéo, qui dit, ben, moi aussi, je suis africain, je suis gabonais, je suis congolais, je suis camerounais, je suis sénégalais, je suis ivoirien. Comment est-ce possible pour un jeune africain francophone de pouvoir créer son entreprise en 2016? Est-ce que tu peux un peu nous donner un peu plus de détails de comment ça s'est passé en fait ton cheminement au niveau de l'idée de la conception, s'il te plaît? D'accord. Alors, ça va être plus qu'un conseil, je pense que ça va être une expérience de vie à partager, parce Hmm, que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je porte en moi depuis que je suis enfant. Mais je tiens à raconter cette petite anecdote qui est liée en fait à mon enfance. Il ne faut pas renier qui nous sommes et d'où nous venons. Moi, je suis le premier fils d'une famille de 6 personnes, donc frères et sœurs. J'ai grandi dans de très bonnes conditions avec de très bons parents qui ont fait de très bonnes études, qui ont travaillé pour des compagnies pétrolières. Je ne manquais de rien. OK. Cela dit, je reste convaincu, je le dis à tout le monde, je suis convaincu que lorsque nous naissons, lorsque nous venons au monde, Dieu met quelque chose de magique en chacun de nous. Cette Hmm, chose-là, il faut la trouver. Et une fois que vous l'avez trouvée, moi je l'ai trouvée, j'étais petit, je savais que je voulais être entrepreneur. Je savais que je voulais créer une entreprise, mais je ne savais pas encore dans quel domaine ni comment. Cela dit, je passais tous mes étés, pendant que mes frères et sœurs voyageaient, voyageaient dans le monde, je préférais passer tous mes étés auprès de ma grand-mère, de mes grands-parents, qui, avec elle, j'ai appris à planter, à défricher une plantation, planter le manioc, l'exploiter jusqu'à la transformation maximum, c'est-à-dire jusqu'à la vente, la commercialisation des bâtons de manioc sur les marchés. Je vous dis wow. ça, vous savez, j'avais 10, 11 ans, 15 ans, et je peux vous dire qu'à cette époque-là, ma grand-mère, c'était pirogue et pagaie. On faisait des kilomètres et des kilomètres pour aller vendre le manioc très tôt, à 4h, 5h du matin, tous les deux avec elle, et revenir pareil. Donc, elle m'a vraiment inculqué cette espèce d'esprit d'entrepreneuriat, mais à cette époque-là, je ne le percevais pas comme ça.
C'était ludique, j'étais avec ma grand-mère, j'étais content, et puis voilà. Mais quelques années après, j'ai passé mon bac, je vais faire mes études, ici en France notamment, et j'avoue que je viens avec une grosse ambition. Mais vraiment une grosse ambition, je me dis, bon là, ça va être l'occasion pour moi de créer, d'être en phase avec mes ambitions précédentes, puisque au-delà de ça, j'avais ma petite entreprise donc, pendant les périodes scolaires, où pendant les week-ends, je faisais tout ce qui est petit four, gâteau, pour des cérémonies telles que des communions, des baptêmes, etc. Je gagnais de l'argent avec. Pendant l'été, j'avais une petite équipe, donc mes parents m'avaient équipé de matériel pour faire de la pêche. Donc j'avais une équipe de 5, 6 personnes avec qui je travaillais et avec qui on faisait de la pêche et on gagnait de l'argent. Donc déjà là, je gérais déjà de l'argent, je gérais déjà une équipe, mais à ce moment-là, je ne le percevais toujours pas comme une entreprise. C'est arrivé ici, donc au bout de quelques années, mais alors là, je peux vous dire, quand je vous parle d'expérience de vie, c'est que, contrairement à ce que tout le monde peut penser, je suis arrivé ici, tout ne s'est pas passé comme je le pensais. Je me suis un tout petit peu perdu. C'est-à-dire, je me suis un peu amusé, voilà, la France, c'est beau, c'est cool, on peut faire la fête, on peut avoir tout ce qu'on veut, etc. Et ben, et je reviens à ce que, justement, dans une vidéo que Laetitia Mebalé a faite, l'entourage. Lorsque on a les plus grandes ambitions du Tu monde, peux, et même le téléphone, on ne voit pas bien ta tête. Tu peux remettre un peu ta caméra. comme ça, Voilà, impeccable. Vas-y, continue. Désolé. Mhm. bon. Alors, c'est vraiment l'entourage peut à un moment donné, en fonction de votre état d'esprit, être déterminant sur qui vous allez être, ce que vous allez faire ou ce que vous allez réussir ou pas. Moi, à ce moment-là, j'avais un entourage qui n'était vraiment pas tourné vers l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'en quittant le Gabon, j'avais toujours eu ce problème-là avec tout le chemin classique que tout le monde emprunte, qui est euh, école, diplôme, travail et carrière. Mhm. Vraiment quelque chose qui m'a toujours dérangé parce que autour de moi, père, mère, frère, sœur, tout le monde est dans ce modèle. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et je me suis toujours souvenu de cette pancarte qu'il y avait au-dessus à l'entrée du lycée d'où je viens, donc du lycée de Port-Gentil, au Gabon, qui disait honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. Mhm. Et Mhm. c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est pas en termes de compétition ou de dépassement vraiment sur le plan formel, mais pour, je pense, un domaine dans lequel moi déjà je pouvais trouver mon compte, m'exprimer, être heureux, me sentir bien, mais aussi montrer que ben, on peut faire plein d'autres choses que travailler dans le pétrole, derrière un bureau, etc. quoi. C'était vraiment ça. Et je me suis rappelé donc de toutes ces valeurs-là, de toutes ces expériences passées. Et à un moment donné, je me suis dit, je veux créer une entreprise. Alors, comment ça se passe? J'ai commencé à faire des forums, à me renseigner naturellement, ici en France, dans les chambres de commerce, etc., pour savoir comment créer le processus. J'ai assisté à pas mal de choses. J'étais pas plus éclairé que ça, mais j'avais déjà l'envie. Et puis, du coup, je me suis dit, bon, je pense que la première chose, c'est de chercher des fonds. Mais avant de chercher des fonds, lorsque on est encore au stade d'idée, eh bien, il y a une chose qui est quand même primordiale, c'est de se dire que il faut quand même tester un peu l'idée qu'on a. Et pour la tester, bon, on ne peut pas forcément lever 20 000 euros, 10 000 euros. À ce moment-là, j'avais déjà commencé à travailler, donc je travaillais, et la difficulté était que dans mon boulot, ben, j'avais des promotions. Et donc, plus je montais dans ma boîte, et bien, moins j'avais du temps pour développer mes projets, m'occuper de ça. Voilà. Et là, il a vraiment fallu puiser dans mes ressources personnelles, dans ma motivation, mais, simplement dans mes rêves. Parce qu'au final, ce sont des rêves qu'on a envie de réaliser. Il fallait que je puise là-dedans. Et c'est là que j'ai trouvé la force. Et aussi, effectivement, mais dans les nombreuses expériences que j'ai vécues, les épreuves que Dieu a mises sur mon chemin,
qui m'ont permis comme ça de trouver la force, la foi euh, pour me mobiliser et me dire que j'ai toujours voulu être chef d'entreprise. Il ne faut pas que ça reste qu'un rêve, que des mots, mais il faut passer à l'action. Hmm. Et donc, en travaillant, j'ai commencé à prendre une partie de mon salaire. Et c'est avec ça que j'ai commencé à expérimenter comme ça des produits. Mais je ne vais pas vous dire que je me suis lancé tout de suite dans l'agroalimentaire, hein. J'ai commencé dans la mode, l'industrie de la mode, parce que c'est aussi une de mes passions. Et j'ai commencé en fait à faire des vêtements customisés. À l'époque, ça marchait très bien. Je vous dis à l'époque, c'était dans les années 2000, 2005, 2006. Voilà, ça marchait très bien. Et j'ai commencé à me faire comme ça un nom, des clients, et à développer un réseau de personnes qui me contactaient pour customiser leurs vêtements. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que j'avais un vrai potentiel. J'avais une vraie capacité créative, une vraie capacité à proposer des idées, à les imposer et à les vendre. Et donc, passionné depuis la tendre enfance donc, par la cuisine, l'alimentaire, etc., mon esprit, et je pense que me poussait à chercher quelque chose où, effectivement, je serais encore plus en phase avec moi-même. Et c'est drôle parce que, aussi créatif que je suis, je n'avais toujours pas trouvé l'idée dans l'agroalimentaire, le produit par lequel j'allais commencer. Hmm. Et Dieu faisant bien les choses, un jour ma mère me contacte après un de ses nombreux voyages. Ils étaient allés au Cameroun, ils avaient vécu pendant quelques années, et donc elle avait découvert pas mal de choses, et parce que ma mère m'inspire énormément. Et c'est comme ça qu'elle me dit, un jour elle m'appelle, elle me dit, tu sais, j'ai une petite activité comme ça, que je développe là depuis un certain moment, qui marche très bien. Je fais des chips de banane plantain, et je les vends dans des pots recyclés de mayonnaise ou de mayonnaise ou de, enfin, vous voyez un peu quoi, les pots de mayonnaise, Oui. etc. Les Mhm. grands pots là. Et je lui dis ah bon? Et un jour elle vient en France, elle me ramène ces chips en sachant que moi je les connaissais déjà un peu, les chips de banane plantain qui sont vendus ici, qui viennent essentiellement d'Amérique latine, voilà, et que je trouvais pas très fameuses à mon goût, mais avec la nostalgie du pays, mais voilà, on les consommait, voilà. Et j'ai goûté à ces chips en comparaison à ceux que je connaissais. Je l'ai regardé, je dis, mais maman, est-ce que tu réalises que là, tu es sur une mine d'or? Elle me Hmm. dit, comment ça, sur une mine d'or? Je dis, moi, j'ai fait du marketing, je fais du commerce, j'essaie de développer des activités, je cherchais un produit avec lequel commencer dans l'agroalimentaire. Et là, j'ai envie de dire, comme sur un plateau d'argent, tu viens de me donner le premier produit par lequel je vais commencer. Mais sur les pots, ça avait vraiment l'air de rien parce que je me disais, le pot, ça peut se casser. En termes d'hygiène et sanitaire, ça représentait rien, ça valait rien, quoi. Le produit, il était super bon, mais présenté comme il était, ça valait pour moi, ça valait rien. Et c'est comme ça que je lui ai dit, écoute, donne-moi 2 semaines, 3 semaines, je te présente un projet viable autour de ce produit. Et bien à ce moment-là, je suis parti dans une réflexion. Je peux vous dire que tout s'est enchaîné, mais de manière rapide. 2 jours après, pendant mon sommeil, je me lève, il était 3 heures du matin, j'avais le nom de l'entreprise, Exodelis, c'était ça, c'était clair. Je suis allé sur le site de l'INPI à 4 heures du matin, vérifier si le nom existait, il n'existait pas. Le lendemain, je suis allé déposer le nom avec les sous qui me restaient pour le protéger rapidement. Ensuite, il fallait trouver un nom pour le produit, donc pour l'identification. Je sais plus, j'ai un cousin qui m'appelle, qui me raconte une histoire avec son fils qui mangeait les chips de banane et qui aimait ça et qui disait ça craque, ça croque. Et là, Eureka, je me dis ça c'est ludique, c'est court, c'est concis, ça va rentrer dans la tête des gens et c'est comme ça que je prends le nom crack croque. Tout simplement, Wow. je fais la même chose, je le protège, je le dépose. Et là, je me retrouve avec le nom du produit, le nom de l'entreprise, je peux commencer à travailler. Donc, comme au début, je prends une partie de mon salaire, avec mes économies et tout ça. C'est comme ça que je me lance. Je vais sourcer du matériel à court terme. Donc, emballage, j'avais un ami que j'avais rencontré justement là où je travaillais, qui était infographe. Et c'est comme ça que je lui dis, écoute, moi j'ai un projet, il faut que tu me fasses des emballages. Euh, pas quelque chose d'extrêmement
design, mais quelque chose qui va me permettre de positionner une marque de produit autour des chips de banane plantain, une version sucrée et une version salée, pour commencer. Il me dit, ben, OK, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça qu'il fait les emballages, on travaille ensemble, il les développe. Et je lui dis, c'est très bien. Je trouve des fabricants d'emballage, il me fabrique les emballages, je cherche le matériel pour démarrer la production. Tout ça est fait. L'été 2012, j'ai tout envoyé au Gabon. Et 2012, juillet 2012, je démarre l'activité. Mes parents Wow. n'y croient pas du tout. Et l'anecdote qui est autour de ça, c'est que quand mon père vient me rendre visite en France, à Paris, euh, j'ai envie de dire janvier, février, ben, je lui en parle, je lui dis, bon, mon père doit être mon premier investisseur. Je lui en parle, je lui présente le business plan, euh, et je lui dis, écoute, j'ai besoin que tu me finances à hauteur de 25 000 euros. Eh ben, il éclate de rire, et il éclate de rire et il me donne pas de suite. Eh ben, je ne vous cache pas que ça m'a fait tellement mal au cœur que ben, pendant un moment, je lui en ai voulu et je voulais même plus lui parler. Et quelques temps après, j'ai réfléchi, je me suis dit, Cédric, il faudrait peut-être pas que tu le prennes dans ce sens. C'est peut-être que ton père a envie mais, de te voir te dépasser. Oui. Il a envie de te voir euh, lui prouver que tu crois en ce que tu fais et que tu es capable de le faire et d'y arriver. Et bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, mon père, il est fier de moi. Parce qu'il a vu que je l'ai fait et j'ai tout fait de A à Z, la production installée, faire les équipes, former et tout ça. Tout seul, j'ai développé un réseau de collaborateurs aujourd'hui avec qui je travaille qui me permettent aujourd'hui d'entamer cette nouvelle phase en fait de développement de l'entreprise. Mon père, ben, il est fier, ma mère, pareil. Ça n'a pas été facile, ce n'est pas facile, parce qu'il faut bien dire aux gens, il faut le rappeler, rien n'est facile dans la vie, rien n'est acquis, même quand on a un don. Wow. Wow. Il faut travailler, il faut sans cesse se remettre en question, il faut sans cesse sortir, surtout, et ça j'y tiens beaucoup, sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort et aller au-delà, ne pas hésiter à croiser les expériences, à s'inspirer des plus grands, parce que moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, m'inspirer des plus grands, de ceux qui ont réussi. Après, c'est jamais la même chose, c'est jamais la même histoire, mais ça vaut le coup de s'inspirer des plus grands et à son modeste niveau, d'essayer de développer quelque chose qui est beaucoup plus personnel. Wow. 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 Cédric. Mais là, vraiment, tu as répondu à toutes les questions. Ben, écoute, Non, mais c'est c'est... impeccable. Et c'est pour ça que je t'ai laissé parler parce que euh, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de l'histoire. Ouais. Le pouvoir de l'histoire. C'est pour ça que tu vois même dans la Bible, des fois Jésus, au lieu de prêcher, il dit non, laissez-moi vous raconter une histoire. Parce que la façon dont notre cerveau a été conçu, on est Mhm. très sensible quand on écoute une histoire. Ouais. Surtout une histoire comme celle-là qui est originale, parce que c'est ton histoire. Et je suis vraiment ravi parce que ton histoire, elle va inspirer les autres. Mhm. J'ai même, il y a un vrai témoignage que jusqu'à présent, euh, pas mal de mes proches l'ont vécu indirectement sans réellement savoir ce qui s'est passé. Ce témoignage, je veux le partager là parce que tout à Wow. l'heure encore, je regardais une émission où on disait qu'il fallait parler des choses comme ça qui nous ont blessés, qui nous ont transformés, blessés au sens de transformer, nous rendre meilleurs et nous faire prendre conscience véritablement de qui nous sommes et de ce que nous sommes capables d'accomplir. Oui. Euh, il y a jusqu'en novembre 2014, j'étais manager en fait pour une très belle entreprise qui est connue sur la place parisienne, c'est la compagnie des bateaux mouches. OK. Je gagnais très bien ma vie, tout se passait très bien, jusqu'au jour où ben, il y a eu un souci en fait entre le PDG de notre entreprise et l'héritière de la compagnie des bateaux mouches, et on est rentré en fait dans un licenciement, en fait, dans un processus de licenciement en fait qui est devenu un licenciement économique, mais qui était plus lié à un problème entre les deux personnes. Mhm.
J'avoue que pendant des années, donc depuis 2012, j'avais du mal parce que je me rendais compte en ayant créé Exodelis, à un moment donné, il fallait prendre la décision de quitter mon emploi pour m'investir à 100% sur ce projet de manière à vraiment le faire décoller et à le propulser tel que je l'ai dans ma tête, dans ma vision. Et pendant des mois, je veux dire même des années, j'avais du mal à prendre cette décision. Et cette Hmm. décision est arrivée contre ma volonté, mais pour moi, ça tombait vraiment à pic. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, je vais quitter mon emploi et je vais pouvoir me consacrer à mon projet sans savoir ce qui m'attendait. Et bien, quelques semaines après, j'ai commencé à me sentir très mal, malade. J'ai commencé à perdre mes capacités physiques parce qu'il faut quand même savoir que j'ai un gros passé de sportif, de gros sportif. J'ai été international gabonais de judo. J'ai joué au basket en première division au Gabon, donc c'était semi-professionnel. Et Wow. donc, je suis resté quand même très sportif. Euh, les sacs de course que je portais habituellement avec un doigt, deux doigts, j'arrivais plus. Monter des marches d'escalier pour monter chez moi, j'arrivais pas. J'étais essoufflé. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je perdais de plus en plus de la force, du poids, de l'appétit, etc. J'ai commencé à aller faire des examens, voir un médecin. On ne trouvait pas ce que j'avais, donc les mois passaient. Et au bout de 3 mois, sans m'en rendre compte, j'avais perdu 14 kilos. Wow. J'avais perdu 14 kilos et on ne trouvait toujours pas ce que j'avais. Et donc, le médecin, mon médecin traitant me dit, bon, écoute, on va tenter un coup. Je t'envoie vers un hôpital qui est réputé pour trouver des maladies comme ça, qui sont pas, qu'on n'arrive pas, nous, à trouver. Et on va faire des examens bien plus poussés. On va voir ce que ça va donner. Euh, j'ai encore un peu, ça me rappelle un peu de mauvais souvenirs, mais voilà, il faut que je parle parce que ceci est un peu un exutoire. Hmm. Euh, Au bout de quelques semaines, j'étais complètement amaigri, mais vraiment amaigri. Je me regardais plus dans une glace, je mangeais plus, j'arrivais pas à me déplacer. La nuit, je dormais, je me réveillais, j'étais entièrement en sueur. C'est comme si on m'avait versé un seau d'eau sur le corps. Et en fait, au bout de ces examens-là, on découvre que j'avais la tuberculose. Voilà. Beaucoup de gens m'ont demandé comment tu as fait pour attraper ça. Toi, un sportif, toi qui as une hygiène de vie, parce que je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool. Sortir, c'est pas trop mon truc. De temps en temps, ça peut m'arriver, mais c'est vraiment pas mon truc. Donc, j'ai vraiment une hygiène de vie qui est quand même assez carrée Ouais, quand même. ouais, rigoureuse, wow. Et c'est vrai que je suis tombé des nues. Je me suis dit, mais comment est-ce possible? Je peux vous dire que mentalement, vous prenez un coup, physiquement, vous prenez un coup, et à ce moment-là, je me dis, c'est la fin. Mais je crois que je vais partir. Hmm. Parce que j'arrivais même plus à marcher, j'ai cru que j'allais mourir. Wow. J'ai bien heureusement l'hôpital dans lequel je suis allé, ils ont très vite découvert donc la maladie et du coup tout de suite on m'a donné un traitement. Ça a été difficile, c'est un traitement de 9 mois. Le médecin a essayé de me rassurer en m'expliquant que euh, il y a plusieurs types de tuberculose. La forme de tuberculose que j'avais, c'est une forme non contagieuse, mais qui s'attaquait à mon intestin. Wow. Et donc, en s'attaquant à l'intestin, il y avait des sécrétions de liquide dans mon ventre qui faisaient qu'en fait, c'est comme si je me noyais de l'intérieur de mon corps. Mon Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau de l'eau qui venait en fait de mon corps, en fait, qui était produite par mon corps, et qui faisait que tout mon intérieur, c'est-à-dire notamment les poumons, remontait de plus en plus vers ma gorge, et donc je m'étouffais et je m'asphyxiais. C'est ce qui me coupait aussi l'appétit et tout le reste. Oh là là. Voilà, donc si ça n'avait pas été décelé à temps, je pense que je ne serais plus là. Et donc tout de suite, le traitement a commencé. J'ai été hospitalisé pendant presque plus de 2 mois, donc 3 mois à peu près. Voilà. Et j'ai très bien suivi mon traitement, c'était important parce que je me suis dit qu'il ne fallait pas que je me laisse aller. Et je pensais que c'était la pire des choses, mais je me suis retrouvé dans une chambre avec des personnes bien plus malades que moi. Et je me suis dit que finalement, c'était rien du tout. Et c'est ça qui m'a aidé à me remobiliser, à me dire, il faut que tu te battes. Le médecin a dit que ça se soigne. Alors, tu vas suivre le traitement, tu vas te soigner, tu vas remarcher et tu vas revenir motivé à bloc
pour pouvoir terminer et continuer ce que tu as commencé. C'est une expérience qui doit te fortifier mentalement, qui doit t'aider à te dépasser et à être capable de traverser toutes les épreuves. J'ai fini mon traitement fin août 2015, donc tu vois que c'est récent. Wow. J'ai fini mon traitement fin août 2015. Au sorti de là, je me suis dit, prends le temps de récupérer physiquement, parce que jusque-là, j'avais des séquelles physiques au niveau, ben, j'arrivais plus à courir, etc. Donc je me suis dit, je m'accorde jusqu'à fin décembre, le temps que le licenciement arrive à terme et que ben, je récupère un peu physiquement. Et lorsque 2016 est arrivé, je me suis dit, 2016 va être mon année. C'est l'année où je prends véritablement les choses en main. Amen. Je prends Dieu à témoin. Je dis à Dieu, j'ai compris ton message. Je serai plus fort. Rien ne pourra m'arrêter. Même problèmes personnels, sentimentaux, amoureux, quels que soient les problèmes qui vont arriver devant moi, je marcherai dessus et j'accomplirai la mission pour laquelle tu m'as envoyé sur terre. Et c'est la résolution que j'ai prise pour l'année 2016 et c'est pour ça que aujourd'hui, eh bien, je suis sur tous les plans. Tous mes projets, tout est en éveil et vraiment, je ne laisse rien derrière et je mobilise mon réseau, mes collaborateurs et on fonce. Et j'essaie d'impliquer tout le monde et de partager cette expérience-là avec mes proches pour leur dire, il ne faut pas perdre du temps à dormir sur ses lauriers, sur ses acquis, à dire je vais faire, il faut le faire maintenant. Si tu ne peux pas réaliser la totalité du projet maintenant, commence maintenant, fais-le, rien, c'est maintenant. Parce que moi hier, peut-être que je ne serai plus là, Dieu m'a fait grâce, je suis là, ça veut dire que c'est possible, et il faut aller jusqu'au bout, il faut se donner les moyens, c'est tout. Wow. C'est ça mon témoignage. Wow. Ben écoute, j'applaudis moi-même, hein. Avant que l'audience puisse suivre, j'applaudis moi-même. Tu sais, je suis ému par ce que l'Esprit Saint fait. Tu sais, normalement, tu vois, quand tu m'as envoyé le message, ouais. je me suis dit non, il faut qu'on fasse une vidéo. Je ne savais pas que tu devais faire ce que tu veux dire, ce que tu veux dire. Parce Personne que, ne le en fait, l'émission que je fais maintenant en français, je n'ai pas d'émission, mais l'émission que j'ai fait l'interview avec plusieurs personnes qui parlent anglais. En anglais, mon émission s'appelle Courage on Demand. Parce que moi-même, dans ma vie, à un certain moment, je cherchais une personne pour m'encourager. Et ma mission, c'est de trouver des témoignages et des histoires des gens qui ont surmonté des situations impossibles. Pour que quand les gens écoutent ton histoire ou écoutent mes interviews, qu'ils oublient leurs problèmes et qu'ils aient assez de courage et d'inspiration. L'inspiration, c'est l'Esprit de Dieu en action. Ouais. C'est ça l'inspiration. Et pour motiver, pour activer cette inspiration, pour que les gens puissent se lever et aller au-delà avec le don que Dieu leur a donné. Ouais. C'est tout. Ma mission est simple. J'utilise les médias parce que les gens peuvent suivre la vidéo sur YouTube ou sur Facebook. C'est parce que je veux que les gens comprennent que quand Dieu a mis quelque chose en toi et que tu acceptes de faire l'effort minimum à ton niveau et de rester constant, ça peut arriver en 24 heures, Dieu t'amènera jusqu'à la fin. Quel que soit ce qui se passe, Dieu t'amènera jusqu'à la fin. Et souvent, nous, on se dit, oh, parce qu'on est africain, oh, parce que ceci, oh, parce qu'on est noir en France, ou parce qu'on est noir aux États-Unis, ou quelle que soit la situation. Non, Dieu a mis un don en nous. Et il faudrait juste qu'on commence à savoir que si Dieu l'a mis en nous, c'est qu'il sait que il a créé la capacité aussi en nous pour pouvoir amener ce projet à bout. Et donc là, c'est fini, j'ai plus de questions, tu as tout dit. Mais moi, je dis toujours en plaisantant, bien sûr, mais c'est quelque chose que je crois vraiment. Quand Dieu met une graine, met un talent, un don à l'intérieur de chacun de nous, il ne faut pas se dire que parce qu'on a un don, Dieu ne descendra jamais sur terre et s'adresser à chacun de nous en disant « Hé, toi, réveille-toi, j'ai mis quelque chose à l'intérieur de toi, fais, travaille ».
Il ne faut pas se mentir, hein. Il faut que les gens, ils arrêtent de rêver, d'être attentifs, d'être assistés. Il faut que chacun de nous se prenne en main. Il faut que chacun de nous fasse ce travail d'introspection pour trouver justement qu'est-ce qu'il y a de magique, c'est quoi la magie qui a été mise en lui et qu'il la développe, qu'il la travaille et qu'il se mette en action tout simplement. Il n'y a, pas de, y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Et après, euh, tu auras notamment tu auras le pain à la sueur de ton front. C'est le travail après derrière. Travail, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, c'est le travail. Moi, là, je peux te dire, là, je te fais une confidence. J'ai eu une longue journée. J'étais à un forum, c'est le hacking organisé par France Africa. Un magnifique, mais un truc, j'imaginais pas que, voilà, où je sors avec des questions. J'ai rencontré des personnes, mais que j'admire sur Internet parce que je vais sur leur plateforme, sur leur site, sur leur fonds d'investissement et tout ça. Je les ai rencontrés aujourd'hui. C'était mais magnifique. Je suis rentré, j'étais fatigué. Et donc, rester là à cette heure-ci. Demain, j'ai une présentation en fait pour intégrer un gros projet. Donc, pour l'instant, j'en dis pas plus. C'est le secret aussi de l'année 2016. Je dois présenter le projet devant un jury. Donc, je me suis dit, il fallait que je dorme tôt pour que demain, tu vois. Mais je tenais absolument à faire ce témoignage-là, à honorer aussi l'honneur, excuse-moi pour la répétition, mais à honorer de ma présence pour l'interview, parce que je pense que, voilà, Dieu m'a donné de la chance. Euh, J'espère qu'avec ces quelques paroles, mais ça va réveiller certaines personnes qui prennent conscience que la vie n'est rien, quoi. Il y a 2 jours encore, j'ai appris du Gabon que j'ai perdu un frère, un mec qui était adorable comme tout. C'est pour Hum, ça que l'une de mes pages Facebook, j'ai mis un peu mon profil en noir. Ça m'a tellement touché, mais ce sont des éléments qui sont là pour nous rappeler que à la vie. quel point la vie n'est rien, mais comme disent certains, elle vaut la peine d'être vécue, mais pas de 10 000 manières, quoi. Voilà. Waouh. Ben, écoute, je te remercie. Ce que je vais faire, je vais, je vais pas rajouter les effets que je vais rajouter, quoi. On va balancer la vidéo comme ça parce que euh, Dieu est merveilleux. Et j'espère que vous Ouais. écoutez la voix de Cédric, vous écoutez que, comme je dis souvent sur Periscope, on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas Mm. de temps à perdre. On se plaint tous les jours que l'Afrique va mal. Mais l'Afrique ira bien quand nous, les enfants de l'Afrique, on va se lever avec le don qu'on a. Avec le don qu'on a, on peut inspirer les gens. On peut Mm. changer les mentalités. On peut Mm. d'abord, numéro un, on va transformer nos familles. Quand on transforme nos familles, on transforme nos communautés, les villes, les pays. Et l'Afrique sera debout. La Amen. Chine est partie d'un pays du tiers-monde à la Ouais. deuxième, moi je pense que c'est la première puissance mondiale, en moins de 20 ans. Ouais. C'est possible. Donc nous, on peut faire la même chose. Oui, Mais il c'est possible. faudrait qu'on se mobilise au lieu de pointer du doigt. L'autre n'a pas fait, l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Il faut qu'on se concentre sur le don que Dieu nous a donné. Et avec cela, on peut transformer les mentalités. OK? Ouais. Donc merci tout le monde. C'est Darcy Ogandaga à darcyogandaga.com, président, directeur fondateur de Trillionaire Media. Et vas-y, Cédric. Cédric Bécalé, merci Darcy pour m'avoir accordé cette interview. J'avoue que ça, enfin, je retiens un peu mes larmes parce que c'est quand même quelque chose que je gardais secret encore que beaucoup de gens ne savaient pas. Et là, je me suis mis un peu à nu en espérant que ça aura un effet et sur les autres. Hein, j'ai partagé une expérience, voilà. Et je voudrais terminer en fait en disant, même lorsque chacun de nous, on a la lampe avec le génie à l'intérieur, le génie ne sortira jamais de lui-même. Il faut toujours penser à frotter la lampe pour que le génie sorte et lui demander de réaliser des choses. Vous voyez, même dans ces cas-là, il faut passer toujours à l'action. Voilà. Bonne Waouh. soirée. Oui, merci. Wow. Merci bien tout le monde. Allez, au revoir. Au revoir.